En tout cas, c'est un plaisir de faire une lecture freudienne différente, parce que normalement on est très pris par le temps. Déjà c'est le soir, les restaurants ferment, surtout à Lausanne, tout le monde a faim, et on est vraiment pris. Vous voyez, moi je vous disais que finalement, quitte à venir, c'était mieux si on faisait quelque chose l'après-midi. Voilà. Parce que le soir, c'est effectivement très contraint. Avec les 8 heures de train, c'est un peu absurde de faire les 8 heures de train. J'espère bien qu'ils vont réussir, pour une fois que la technique est utile, à baisser un peu les temps de transport encore, pour qu'on puisse faire plus 5 plus vite. Mais enfin, là, il y a quand même 7 heures de train, pour rester 1h30, pas le coup. Et surtout, ça donne un autre rythme plus agréable et tranquille, et on va pouvoir aussi continuer tranquillement jusqu'au débat. Et vous souhaitez terminer? Oui, oui. Sinon, je vais reprendre. J'ai une remarque après. Oui, nous avons tous, et je pense que aussi dans la salle, je veux dire que je prendrai ta question, François, sur pourquoi il a cherché la réponse du point de vue biologique, et puis ensuite je vais essayer d'articuler avec ce qu'a dit Laurent. Alors, une fois tu m'avais envoyé un mail en disant que de toute façon Freud était un homme scientifique, n'est-ce pas? Et j'avais répondu que oui, il était un neuroscientifique qui est devenu psychologue ou même psychanalyste tourné vers l'anthropologie sociale. Alors, à l'époque de ce mail, je pensais surtout à l'esquisse. Hein, cette esquisse où il a essayé de faire justement, d'inscrire tout ça de façon biologique. Et j'avais oublié un peu au-delà du principe du plaisir, puisque entre ces deux, il y a eu tout le développement de la première théorie et déjà le début de la deuxième, ça dans la psychologie. Et voilà qu'en 1920, Freud revient avec la question biologique. Il revient avec cette question biologique. Et la pulsion de mort, il essaye de la placer de terme biologique. Je ne sais pas s'il a réussi, puisque ça a été un échec, la première tentative, c'était celle de l'esquisse. Je me demande si cette deuxième tentative n'a pas été aussi un échec. Ça veut dire qu'il n'a pas mené cela plus loin. Et on voit même que sa notion de pulsion de mort, au-delà du principe du plaisir, est différente de la façon dont il développe dans le malaise dans la culture. Ici, au-delà du principe du plaisir, il fait dans cette tendance presque régressive, hein, d'une espèce de retour à l'inanimé, ce qui présuppose une origine ultime de la vie. C'est une folie, tout ça, c'est une origine ultime de la vie. C'est vrai que la science, elle essaye de faire des théories sur l'origine ultime de la vie. Je me rappelle que lorsque j'étais étudiant de médecine, dans mon livre de cytologie, il y avait tout un esquisse sur l'origine de la vie à travers un magma de protéines dans l'eau, un éclair qui venait, et de là surgissait la vie. De nos jours, il y en a des théories extraterrestres et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on ne sait pas encore grand-chose sur l'origine ultime de la vie. Et Freud, en 1920... De nos jours, il y a des organismes créés. Oui. Greg Venter a créé, alors il a bricolé un peu les trucs existants. Oui, c'est créé. De nos jours, reste encore de savoir comment ça a été l'origine première. Ouais, mais... Et Freud, il semble, je ne dirais pas savoir, mais en tout cas, avoir une hypothèse sur ça. Ça veut dire le vivant vient du non-vivant. Alors bon, ça c'est à partir de là, il établit cette idée de pulsion de mort en 1920, qui est différente de celle de malaise dans la culture, où elle est purement une
question de l'agressivité tournée vers soi-même, et là, ça suffit faire. Alors, bon, Éric Laurent, vous avez parlé de la question de la biologie comme métaphore, mais là, vous donnez une réponse lacanienne. Ce n'est pas cette réponse que Ansermet demandait, qui, dans l'esprit ou dans la logique de Freud, il essayait même d'entrer dans la logique de Freud. Reste savoir justement, ma question, c'est est-ce que Freud, il a réussi ou pas cette réponse biologique, parce qu'il me semble aussi qu'il a laissé tomber. Après 1920, ma connaissance, peut-être oui. Je vais prendre juste parce que ce qu'a dit Éric Laurent est la question, parce que je trouve que c'est un point de découverte pour moi en écoutant la façon précise dont Éric Laurent a repris le problème de la compulsion de répétition. Et je crois que pour la première fois, j'ai saisi pourquoi Freud cherchait du côté du neurone, de la biologie. C'est-à-dire que ce sur quoi il tombe, c'est effectivement la compulsion de répétition, comme une répétition de jouissance qui est fondamentalement hors sens. Donc ensuite, il a voulu localiser ce hors sens, ou le réaliser. Et on pourrait se dire, Freud s'est accroché dans ce texte, peut-être aussi dans son trajet, à mettre le hors-sens du côté du biologique, ou le hors-sens du côté des neurones. Il ne faut pas oublier qu'il était du côté des neurones au moment où Sherrington, je veux dire, Freud, c'est un psychanalyste qui lit Nature et qui en tire les conséquences tous les jours. Donc là, il était simultané avec Sherrington, avec cette question des barrières de contact, la discontinuité. Et au fond, il a cherché un réel hors-sens du côté des neurones ou du biologique, là où, effectivement, Lacan l'a cherché ailleurs, enfin, du côté... Moi, je ne sais même pas s'il a cherché. Je pense qu'il l'a trouvé ailleurs. D'accord, oui, tout à fait. Il l'a trouvé ailleurs. Mais chez Freud, il cherchait ce réel hors-sens du côté du biologique. Ce qui est effectivement difficile, puisque ce biologique, après je termine, qu'il convoquait, est un biologique plein de sens. C'est un biologique qui s'intoxique avec ses propres sécrétions, qui est unicellulaire, qui est dans des mouvements de ce type-là. Donc en fait, c'est une sorte effectivement de tentative qui elle-même bute sur un... Ah mais c'est passionnant ces trucs. La biologie, il faut bien dire, c'est fascinant. Tous les développements dans ce qui pour Freud là est sur l'auto-intoxication, etc. Et après les développements sur l'apoptose et la façon dont comment l'organisme sait-il, par quel programme saurait-il la quantité de cellules qui doit mourir, qui doit disparaître pour faire de la place à d'autres, comment c'est régulé, comment on découvre que dès qu'il y a un truc, vous avez des mécanismes contraires, tout ce qui est l'immunologie. Je me souviens, il y avait un immunologue, un grand immunologue danois, qui est mort il y a une dizaine d'années, mon nom m'échappe, qui était un type, un grand lecteur de Kierkegaard, et pour lui, Kierkegaard, l'immunologie, c'était la même chose. C'était foncièrement cette présence de la mort dans la vie, et c'est comme ça qu'il avait de bonnes idées en immunologie. C'était un très fin connaisseur de Kierkegaard. J'avais entendu une interview de lui. Le type, c'était pas un universitaire, c'était pas du réchauffé, c'était pas la gnose sur la question. Il y avait des aperçus qui montraient une pratique profonde du texte. Et il y a quelque chose, il y a tous ces processus sont fascinants. Mais effectivement, disons, quel que soit le développement biologique, sûrement, il y a quelque chose chez Freud qui serait une clause toujours, la biologie plus tard va nous donner la clé. Il l'a maintenu longtemps. C'est une clause, c'est
un peu, c'est à la fois lips vis, comme on dit en anglais, c'est quand même un mouvement de lèvres, parce que, en tout cas, jusqu'à sa mort, ça n'a pas beaucoup avancé la question. Mais, effectivement, il y a toujours l'idée que demain, il y aura des découvertes nouvelles. Certainement. Et donc, on a eu des remaniements de tout ça dans des mécanismes extrêmement compliqués à interpréter, fascinants, à mesure qu'on rentre dans le détail. Mais tout ça n'éclaire pas beaucoup, en effet, la pratique de la psychanalyse. Mais, donc, d'un côté, chez Freud, il y a à la fois le côté le service qu'il faut, le tribut qu'il faut payer à la science, parce que rien n'est mieux que la science. Pour Freud, c'est quand même, tous les autres discours sont plus dégueulasses. Il y a quand même la science, au moins, ça vous donne des certitudes. Correctes, propres. C'est pas des illusions, c'est pas des croyances, c'est autre chose. Et en même temps, il y a chez lui, donc, le respect de cette dimension. Il n'y a pas d'autre réel que le réel de la science. Et au fond, Lacan, lui, a eu cette, je pense en effet, cette trouvaille. Il y a un autre réel qui n'est pas la réalité psychique. C'est quelque chose qui est pas dans le psychique, ni dans le psychique, ni dans le cerveau, ni dans l'interaction. Le réel est une chose qui se décrit à partir des impasses du vivant appareillé aux parasites engagés. Il y a des impossibles, et ça définit un certain mode du réel qui s'est précisé, disons, à mesure, chez Lacan, à mesure qu'il est rentré dans un univers, enfin un monde, un champ, le champ structuré par l'expérience psychanalytique elle-même, et non pas par la science. Alors on peut dire que Freud a maintenu, disons, l'orientation scientiste de son départ dans la vie. Il l'a maintenu presque jusqu'au bout. Mais on peut dire qu'avec Moïse et le monothéisme, là, il se rend compte qu'il ne peut plus maintenir son scientisme. Il y a on peut dire qu'avec la répétition de la Deuxième Guerre mondiale, avec le massacre des Juifs, au nom de leur judéité, qu'il a vu très lucidement se produire. Il a vu le changement de régime, on n'était plus dans le pogrom qui a scandé l'histoire de l'Europe. On était donc au massacre de masse, et là, il s'est rendu compte du désastre dans la civilisation, que la science n'allait pas purger, la science n'allait, au nom, qui est un discours, comme dirait dans l'idéalisation de Popper, la science est un discours, enfin un groupe d'hommes à la recherche de la vérité, peut-être, mais en tout cas la science, ce que ça va donner, c'est donner des moyens de masse au parti nazi pour exterminer les juifs, avec des trains qui marchent à l'heure. Et que ce qui manquait en effet, la science a été très contente de le fournir. Et que, comme tel, ce discours ne se révélait, en effet, ne pas pouvoir rendre compte de quelque chose de l'humain qui est fondamental, qui allait après prendre le problème d'Auschwitz. Oui, vous avez raison de le mettre très tardivement, ce constat, parce que finalement, même le texte « L'avenir d'une illusion », il est encore scientiste. Il est encore scientiste. Parce que si on lit L'avenir d'une illusion, c'est un texte que, si on continue ma méthode de lire Freud comme si on était Freud, on appellerait plutôt le passé de l'illusion. Puisqu'il met tout depuis l'état de détresse, et puis il met des différents registres de l'illusion, et dans ces registres de l'illusion, la religion en particulier. Alors que, enfin, son idée, c'est la religion R sur D, c'est-à-dire la religion vient traiter la détresse. Mais la religion réintroduit la mort. Et pour lui, l'avenir d'une illusion, c'est de mettre la science sur la religion dans ce texte. Et d'inclure la psychanalyse dans la science. Et d'inclure la psychanalyse dans la science. Et donc c'est effectivement tardivement, ça c'est un texte de 26, c'est 26. Tardivement que quand même, Hitler prend le pouvoir en 1933. C'est-à-dire qu'en 1926, il a encore des illusions, si je puis dire,
lui, il a quelque avenir de ses propres illusions sur le système libéral. Comme on sait, Freud n'était pas avec la politique, il avait une certaine distance, mais il pensait quand même que la civilisation, et spécialement la culture allemande, allait pouvoir résister à la barbarie. Et quand même, en 26, on pouvait encore avoir quelques de nos illusions. En 1933, c'était fini. On avait compris. 31, il voit apparaître à la fois la figure du parti unique en Union soviétique, et donc avec la phrase formidable de que vont faire nos amis communistes une fois qu'ils auront pendu le dernier capitaliste? Est-ce qu'ils ne vont pas avoir une petite tendance à se pendre entre eux? C'est un jeu de mots. Enfin, et donc, pourquoi la guerre, dont Marlène a réédité le texte, enfin une série de textes autour de Pourquoi la guerre qui va sortir dans 15 jours, dans Pourquoi la guerre, effectivement, là il y a déjà un point de bascule en 1932, puisque Freud écrit non plus cette théorie, comme tu l'as relevé, Renato, biologique de la pulsion de mort retour inanimé, mais en disant il y a un paradoxe propre à l'humain, c'est que l'homme se sauve en détruisant l'autre. Donc là, il y a une formule qui est vraiment au cœur du malaise dans la civilisation. Oui, mais c'est le moyen de sortir de sa propre qui destruction. serait pratiquement la pulsion de mort collective. Et c'est la raison pour laquelle il y aurait ce retournement de l'agressivité sur soi qui serait un mécanisme de défense presque de la culture. Oui, ou bien, alors bon, c'est vrai que le texte Pourquoi la guerre est ambigu sur ce plan, parce qu'il répond à Einstein, donc c'est quand même un texte génial pour nos discussions, parce qu'il répond à Einstein qui quand même a quelque chose à voir avec la question juive et la science à la fois. Et il répond à Einstein qui effectivement lui propose des idéaux pour traiter le malaise dans la civilisation, et il répond cette phrase, l'homme se sauve en détruisant son prochain, l'autre, mais en même temps il le met comme un destin de la pulsion de mort, un destin de la pulsion de mort lié à l'éros. À ce moment-là, il est encore dans cette idée qu'il y a cette pulsion de mort fondamentale qui au fond est complètement, moi je trouve, déplacée par Lacan, qui n'a pas fait une opposition pulsion de vie et pulsion de mort, mais entre jouissance de l'un et jouissance de l'autre. C'est ça que Lacan essaye de traiter dans son œuvre. Mais par contre, je vais passer la parole à la salle. Juste avant, j'ai une petite chose. Oui. Marlène, Daisy, voilà, Gru. Et puis, il faudrait aussi reprendre cette question de François, qui était très bonne. Est-ce qu'il y a satisfaction? Alors, Marlène et ensuite